Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment j'ai réussi à racheter une boîte qui vaut plusieurs millions sans dépenser d'argent. Je vous ai parlé dans une vidéo récemment de la sérendipité. En fait, il y a quelques années, quand j'ai revendu ma première boîte, j'ai tout documenté. J'ai fait un article expliquant le process par lequel j'étais passé. Et après avoir écrit cet article, il y a un mec qui m'a contacté. Et ce mec, en fait, c'était un gars que j'avais pas vu depuis le collège, donc ça faisait quasiment plus de 15 ans, qui avait lu mon article et qui se lançait justement, enfin, qui avait lancé une startup qui avait pas bien marché. Et là, il lançait des nouveaux projets et du coup, il voulait venir me parler. Il était venu à la base juste pour un café, puis on était resté quasiment 2-3 heures à discuter et à brainstormer plein de sujets, de choses qu'il pouvait lancer. Quelques temps après, il avait réussi à lancer TweetHunter, donc qui était un outil qui t'aide en gros à construire ta personal brand sur Twitter, et ça avait super bien marché. Moi, j'étais pas trop présent sur Twitter, mais quand j'avais testé l'outil, j'avais vraiment kiffé et je trouvais que c'était vraiment genre bien fait et que ça répondait à un réel problème. Et quand je l'ai vu, en fait, le premier truc que je lui ai dit, c'est mec, il faut que tu fasses ça sur LinkedIn. Et lui, il connaissait pas trop LinkedIn à l'époque. Et donc, du coup, il s'était dit, bah ouais, je le lancerai sûrement comme un side product. Et je dis, mais si tu lances ça sur LinkedIn, ça va être ouf. En tout cas, nous, on serait clients chez l'Empire, c'est sûr. Et donc, quelques temps après, il décide de le lancer sur LinkedIn. Et je vois que le produit est vraiment idem à celui qu'il faisait sur Twitter. Donc, je me dis, ça va cartonner. Et à ce moment-là, il me recontacte, donc Thibaut, il me recontacte pour justement me demander des conseils parce qu'il avait une offre de rachat. Et comme il avait lu mon article, il commence à me poser des questions pour savoir si je trouvais que l'offre était bien, est-ce qu'ils avaient reçu une offre d'une boîte américaine. Et en fait, petit à petit, en discutant avec lui, je lui donne plein de conseils sur l'offre, etc., etc. On parle pas mal de la vision, de plein de choses. Et le soir, je crois que c'était genre à minuit ou 1 heure, il m'envoie un message en mode j'arrive pas à dormir et je m'en voudrais si je te posais pas cette question, mais est-ce que ça ferait sens pour l'Empire de racheter la boîte, tu vois. Et en fait, pour vous donner un peu de contexte, moi j'ai lancé Lemlist du coup en 2018. Lemlist, c'est un logiciel du coup de prospection commerciale qui automatise en fait toute la prospection sur LinkedIn, par email, etc., etc. Et en fait, un des trucs qui a super bien marché pour nous avec Lemlist, c'est ce qu'on appelle en fait et ce qu'on a créé qui s'appelle le warm outreach. Donc le warm outreach, c'est quoi? C'est quand tu as commencé à créer une audience sur LinkedIn ou les réseaux sociaux, quand tu crées pas mal de contenu, en fait ta confiance elle augmente et à partir du moment où tu as créé cette audience et que tu la contactes pour leur vendre un service ou un produit, en fait ton taux de conversion il est beaucoup plus grand. Et c'est ça le warm outreach. Donc en y réfléchissant, je me suis dit un outil qui permettrait sur les réseaux sociaux de créer en fait sa marque personnelle et la marque d'une boîte, potentiellement en fait ça pourrait être super utile puisque ça crée plein de leads potentiels et après avec Lemlist, les boîtes pourraient les contacter et les convertir beaucoup plus vite. Donc en gros, je me suis dit en vrai, ça fait vachement sens par rapport à notre vision et du coup, je me suis dit qu'en fait l'intégration, elle serait assez facile. Donc je dis à Thibaut, vas-y donne-moi 24 heures et je reviens vers toi. Et là du coup, c'est le moment où j'ai réfléchi à l'offre. et c'est là en fait le truc le plus important. Avant de vous dire pourquoi ce deal, on n'a au final pas dépensé d'argent, je vous expliquerai plus tard, il faut réussir à comprendre comment est-ce que tu fais une bonne offre quand tu rachètes une boîte. Et une bonne offre, en fait, c'est une offre que la personne va accepter et qui fait sens par rapport à ta situation. Donc moi, je me suis mis à la place de Thibaut et Tom. Et en fait, eux deux, ils avaient eu pas mal d'expériences en startup qui n'avaient pas fonctionné. Et là, ils étaient pour la première fois avec une boîte qui avait de la croissance et où il y avait potentiellement la possibilité du coup de revendre. Et en fait, quand tu es à ce stade-là, quand tu as raté des projets, et je le dis parce que je parle en connaissance de cause, j'ai raté beaucoup de projets. Et c'est vrai que quand tu as ton projet et tu as un projet qui marche, en fait, tu trouves ça presque irréel. Et tu as encore ce syndrome de l'imposteur et tu te dis, putain, en fait, si ça se trouve, ça va pas durer. Et parfois ça dure et parfois ça dure pas. Donc, tu as raison en fait d'être stressé à ce moment-là. Sauf que quand tu passes ta vie à être entrepreneur et que tu as des échecs, financièrement, en fait, tu te mets pas à l'abri. Thibaut, il avait sa famille. Tom, c'est pareil, il était en train de fonder une famille. Et c'est vrai que c'est dur en tant qu'entrepreneur de te dire que tu bosses comme un fou pendant des années et que potentiellement tu n'auras rien. Donc le moment où tu as cette opportunité de te mettre à l'abri, entre guillemets, c'est généralement une opportunité que tu veux saisir. Et moi, c'est vrai que quand j'avais revendu ma première boîte et quand j'ai fait le cash out de 30 millions en revendant une part de Lemlist,
bah, c'est sûr qu'à ce moment-là, en fait, ça m'a mis dans un état d'esprit qui était totalement différent. Donc en fait, je me suis mis à leur place et je me suis dit, ok, eux, ce qu'ils veulent globalement, c'est se sentir à l'abri. À l'époque, leur boîte, elle faisait 1 million de revenus récurrents annuels. Donc tu avais globalement TweetHunter qui faisait peut-être quasiment 1 million de revenus récurrents annuels et Taplio faisait juste 20K, 20 000 dollars de revenus récurrents mensuels. Donc c'était tout petit. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, les boîtes SaaS, donc les boîtes de logiciels, on les valorise entre, 3 fois jusqu'à 15 fois leur revenu récurrent annuel. Sauf que là, évidemment, la boîte, elle était très jeune. Il y a d'autres choses que tu regardes quand tu valorises une boîte. Tu regardes la rétention, tu regardes la croissance, tu regardes l'équipe. Eux, dans leur cas, en fait, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment d'équipe, ils étaient que 2. Donc, ce qui était cool, c'était que les marges étaient très élevées. Ce qui est un peu moins cool, c'est que s'ils partent, en fait, toi, tu peux te retrouver dans la merde. Ensuite, à côté de ça, ils avaient un churn qui était assez élevé, parce que comme tu t'adresses à des créateurs ou des gens qui commencent tout juste sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui ont la flemme de continuer, parce que par définition, en fait, ce qui est le plus dur, c'est ce qu'on appelle la constance. Donc, refaire les mêmes choses sur une période de temps assez longue. Et donc, à ce moment-là, par rapport à tous ces critères, tu peux valoriser une boîte. Et donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que, ok, ils sont 2 cofondateurs. Ce qui est important pour eux, c'est de se mettre à l'abri. Donc, chacun, il faut qu'il touche 1 million. Donc, en gros, je leur ai proposé 2 millions cash. Et après, c'est là où j'ai voulu dérisquer au maximum pour tout le monde. Et c'est ce qu'on fait quand on fait un earn-out. Donc l'earn-out, c'est globalement des paliers qui vont débloquer certaines sommes d'argent. Et les conditions d'un earn-out, c'est toi qui les décides. Donc je me suis mis à leur place, je me suis dit, ok, ce qui est important quand tu es un entrepreneur, c'est ton temps. Donc ils vont avoir un earn-out qui est basé sur le temps, donc le nombre d'années qui passent chez nous. Donc chaque année, globalement, ils prenaient un demi-million, donc 250K chacun, plus leur salaire annuel. Puisque une fois de plus aussi, je sais que c'est des entrepreneurs. S'ils ont un salaire et qu'ils sont salariés et qu'un jour ils veulent partir et qu'on fait une rupture co, ils auront le droit au chômage pendant 2 ans, ce qui les met à l'abri aussi et ça leur permet d'avoir du revenu complémentaire. Donc il y avait earn-out temporel, le salaire et ensuite un earn-out évidemment bien plus élevé qui était l'earn-out par rapport à des paliers. Et les paliers, on les a définis en fait par rapport aux millions d'ARR qui étaient atteints. Donc à 2 millions d'ARR, ils récupéraient 750K, à 3 millions d'ARR, ils récupéraient 750K, à 4, 5, 6 et après on faisait des paliers. Et dans les derniers paliers qui étaient à 6, 8 et 10, ils récupéraient 2 millions de cash en plus. À côté de ça, nous, notre objectif, c'était aussi de les intégrer au maximum. Donc on leur a proposé des BSPCE de l'Empire. Donc globalement, c'est des actions de la boîte en plus. Et ça représentait à l'époque globalement 1,5 million en valeur. Mais il faut savoir, bon, je pourrais faire une vidéo à part d'ailleurs si ça vous intéresse sur les BSPCE et les actions parce qu'il faut faire attention à ça. Mais globalement, ça on peut le sortir du deal parce que c'était pas spécialement la partie la plus intéressante pour eux. Et là, vous vous posez la question, ok, mais dans la vidéo, t'as dit que tu dépensais pas d'argent pour acheter cette boîte. Et là, tu me parles de paliers à plusieurs millions, etc. Donc, on arrive à des sommes en fait qui sont colossales. Il y a un détail que je vous ai mentionné, qui était quand ils sont arrivés et qu'ils m'ont présenté un peu la boîte, ils avaient une marge qui était de 70%. Donc, l'operating margin qui était de 70 ou 80%. Et en fait, du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, puisque le contrat, en fait, il va déterminer les règles du jeu, il faut aussi que nous, on se protège un minimum. Et nous, en fait, avec l'Emlist et les produits qu'on a pu développer, on a toujours eu une marge qui est extrêmement élevée. Donc là, si tu regardes, en fait, la boîte en 2024, on termine l'année, je crois, à 27 ou 28 millions d'ARR, donc de revenus récurrents annuels, avec 10 millions d'EBITDA. Donc moi, j'ai pas envie de racheter une boîte qui va pas être rentable, qui sait pas assumer ses coûts et qui va globalement défoncer notre PNL. Donc ça, c'était le premier point. Donc en fait, quand j'ai vu qu'ils avaient plus ou moins les mêmes taux de rentabilité que nous, je me suis dit que dans le contrat, j'allais fixer en fait une marge, sachant qu'ils sont arrivés avec une marge de, je crois, 75 ou 80% ou 70%. Et donc du coup, j'ai calé leur marge et je l'ai fixé à un peu plus de 50%. Et c'est là où en fait vient toute l'intelligence de ce deal. Pourquoi ?
quand tu regardes la boîte qui fait plus d'1 million de revenus récurrents annuels, ça veut dire qu'elle fait 500K de profit globalement. Je simplifie bien évidemment. Mais ces 500K là, en fait, ce qu'on voit pas, c'est qu'ils peuvent t'aider à financer le deal. Et donc en fait, plus la boîte elle grossit, quand elle était à 2 millions, ça veut dire qu'elle faisait 1 million. Quand elle était à 4 millions, ça veut dire qu'elle faisait 2 millions de profit, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le temps où Thibaut et Tom étaient là, en fait, l'argent qui a été généré par Taplio et TweetHunter en profit nous a permis de financer le deal. Et là, aujourd'hui, ça fera, dans quelques mois, ça fera 3 ans qu'on a racheté la boîte. Et en fait, la boîte, elle va s'être payée toute seule. Donc en fait, ça veut dire qu'on va avoir, évidemment qu'on a dû avancer l'argent à certains moments, mais les premiers paliers ou les deuxièmes paliers, en fait, ils venaient du cash qui était déjà fait. Et ça, c'est un truc qui est vraiment génial. Après, là, comme ça, c'est le scénario idéal parce que la boîte, elle a grossi et qu'ils ont réussi à atteindre des paliers. Dans un cas un peu plus négatif, la boîte, elle grossissait plus lentement et potentiellement les paliers étaient pas atteints. Mais même dans ce cas-là, en fait, si les paliers étaient pas atteints, nous, on continuait de garder cette operating margin élevée et donc ça nous permettait quand même de financer le deal sans dépenser d'argent. Et ça, c'est un truc qui est vraiment génial parce que au final, tu vois, aujourd'hui, on va se retrouver avec une boîte qui doit faire entre 5 et 6 millions d'ARR. Et nous, sur notre échelle de PNL, on va avoir globalement d'ici quelques mois, au total, en fait, on aura remboursé tout ce qu'on a dépensé. Et ça, c'est vraiment ouf, en fait. Parce que là, la marge aujourd'hui, en fait, elle est passée à un peu plus de 80% parce qu'on a très peu d'employés dessus sur ces produits. Et donc, du coup, ça fait vraiment une cash cow en plus d'avoir, une vache à lait, pardon, en plus d'avoir un asset que tu peux valoriser si un jour tu as envie de le revendre ou pas. Mais nous, c'est pas vraiment notre stratégie. C'est un peu plus complexe ce qu'on est en train de faire derrière. Mais bon, je vous épargne tous les détails vu qu'aujourd'hui, on parle plus de la partie deal. Et en fait, ça, globalement, avec les earn-out, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand j'avais revendu une de mes boîtes, en fait, à un moment, l'earn-out, moi, que j'avais, c'était un earn-out qui était uniquement basé sur un pourcentage du revenu que je touchais pendant 2 ans. Donc, j'avais pris du cash upfront et pendant 2 ans, je prenais 50% du revenu. Et c'est ça qui m'avait donné l'idée de me dire qu'en fait, on pouvait faire un earn-out qui permettait de dérisquer vachement et aussi de financer une grosse partie du deal, surtout si la boîte, elle grossit en fait. Donc maintenant, tu vois, tu peux te poser la question, ok, c'est trop bien, félicitations pour ce deal, mais c'était quoi l'intérêt pour Thibaut et Tom? En fait, l'intérêt pour Thibaut et Tom, c'était vraiment un intérêt, je pense, financier et psychologique. Pourquoi financier et psychologique? Parce que financier, direct, ils pouvaient récupérer du cash au lieu de devoir attendre et d'avoir un futur incertain. Il y avait aussi une épée de Damoclès un peu au-dessus de leur tête puisque à l'époque, Twitter venait d'être racheté par Elon Musk, donc ça rajoute quand même pas mal d'incertitudes. On savait pas si la plateforme elle allait tenir ou pas et TweetHunter c'était leur plus gros projet. Aujourd'hui Taplio est beaucoup plus gros que TweetHunter, mais pour Thibaut et Tom ils savaient pas du tout le potentiel que Taplio pouvait avoir. D'ailleurs, je vais pas rentrer dans des débats etc et tout parce que moi, Thibaut et Tom, c'est des mecs que j'apprécie, je les trouve super smart. Thibaut, c'est un très très bon entrepreneur, un gros shipper. Tom, il est beaucoup plus force tranquille, mais c'est un mec très smart aussi. Mais en fait, quand t'entends Thibaut raconter l'histoire de son intégration chez nous, en fait, lui, il a l'impression que on n'a pas du tout aidé à la croissance de Taplio. Mais typiquement, moi, j'ai des exemples de posts que je faisais qui ont fait des centaines de milliers de vues en poussant Taplio. On avait des personnes dans l'équipe qui ont évidemment poussé Taplio. Tous les influenceurs sur LinkedIn, je les connaissais et c'est moi qui les ai contactés avant de racheter Taplio. Il y a eu des moments où je faisais des podcasts qui ramenaient pas mal d'argent à Taplio. Donc en fait, comme nous, on était très présents sur LinkedIn, je savais que ça allait faire un accélérateur de ouf. Et donc, personnellement, moi, je suis convaincu qu'on a eu un énorme impact sur Taplio. Pour Thibaut, ça n'a pas été le cas. Donc, je pense que pour lui, c'est peut-être un peu plus compliqué de se dire que on a eu un énorme impact sur la croissance. Ah, attendez, il y a mon père qui m'appelle. Ça va, Babou? Oui, et toi, mon lapin? Ça va, je suis en train de tourner une petite vidéo là. T'es en train de tourner une petite vidéo? Ouais. Donc du coup, le risque qu'ils avaient à l'époque, c'est de se dire que potentiellement la boîte, elle allait pas du tout avoir la croissance qu'ils espéraient. Et ça, c'était un risque. Je pense qu'il y avait aussi l'intérêt de rejoindre notre boîte, donc l'Empire, avec
tout ce qu'on avait fait. Je pense que c'était intéressant pour eux de se dire tiens, à quoi ça ressemble, comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir autant d'hypercroissance. Je pense que ça leur a apporté de voir la partie deal, la partie marketing, tout ce qu'on pouvait faire. Après, c'est vrai qu'ils ont toujours été très autonomes et que c'était aussi une des règles. Et maintenant, je vais parler des choses qui peuvent aussi potentiellement mal se passer et qu'on aurait sûrement dû faire différemment. Moi, je pense que le premier point, c'est que quand tu rachètes une boîte, c'est toujours ultra compliqué. C'est toujours ultra compliqué parce que, en fait, quand tu es entrepreneur, tu as de base, je pense, un peu de défiance pour l'autorité. Et donc, forcément, comme c'est plus ta boîte, bah, tu as moins d'autorité et donc ça peut créer parfois des tensions et des problèmes. L'autre point, c'est la façon de travailler. Je sais que moi, j'aime beaucoup l'asynchrone, donc j'aime bien ne pas faire forcément de meeting. Thibaut est un peu pareil, mais on a beaucoup de gens dans notre équipe qui parfois aiment faire des meetings et ils en ont besoin. Et je sais que Thibaut, lui, c'était un truc qui fait pas du tout, que je peux comprendre. Mais globalement, parfois, c'est un peu nécessaire, notamment pour le code, pour être sûr que la passation se fasse bien, que tout le monde comprenne, etc., etc. Donc, il y a eu parfois des petits couacs de communication, mais ça vient forcément dans les deux sens. Un autre point qui a été un petit peu plus compliqué pour nous à la fin, c'est que du coup, Thibaut et Tom ont décidé de partir en amont, donc avant que leur run-out se termine. Donc, pour les arranger, en fait, on a décidé de renégocier entièrement la fin de leur run-out, donc de leur donner un peu plus d'argent plus tôt, en fait. Et le truc, c'est que globalement, on a changé les règles du contrat pour faire quelque chose de simple. Donc, comme je vous ai expliqué, il y avait des paliers qui étaient définis. Et lorsque tu n'atteignais pas ce palier, même à 1 ou 2 euros, ben en fait, techniquement, légalement, le contrat qui détermine les règles du jeu faisait que tu n'allais pas toucher l'argent, même si tu étais à 1 ou 2 euros. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que, en gros, on a enlevé les paliers et on leur a dit tout l'ARR, donc le revenu récurrent annuel au-dessus de 6 millions, vous le toucherez en one shot. Donc, par exemple, mettons que tu fasses 6 millions 500K, bah, ils vont toucher 500K. S'ils font 7 millions 500, bah, en fait, ils vont toucher 1,5 million, etc., etc. Le problème de ça, c'est qu'une fois de plus, les règles du jeu étaient données dans le contrat et on n'a pas pensé, tu vois, à faire un truc ultra complexe. Et je pense qu'on aurait dû le faire. C'est que, bah, en fait, du coup, Thibaut, il a vu ça, je pense, un peu comme un jeu. Et il s'est dit, bah, moi, il faut que j'optimise le revenu le plus rapidement possible, sachant qu'il partait 1 mois et demi plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a augmenté les prix de tout le monde. Après, lui, il disait que c'était prévu depuis longtemps, etc. Ensuite, il a réactivé des subscriptions, donc de personnes qui avaient mis leur compte en pause. Il leur a envoyé un email pour leur dire à la fin de la semaine, on active on va réactiver votre abonnement. Donc en fait, c'était des méthodes qui, pour moi personnellement, et j'en ai parlé ouvertement avec lui, mais qui sont pas des choses que je fais parce que en fait, c'est ce qu'on va appeler peut-être des quick wins. Tu vas avoir ton revenu qui va augmenter d'un coup. Donc pour eux, évidemment, c'était positif parce que ça veut dire qu'ils ont pris plus d'argent en one shot. Mais pour les clients, moi, j'ai trouvé que c'était pas un truc très cool. Mais une fois de plus, c'est nous qui avions écrit le contrat, c'est nous qui avons décidé de faire ça comme ça. On a voulu le faire pour être arrangeant, mais au final, on aurait dû mieux se préserver pour faire quelque chose de plus carré ou tout simplement rester sur les termes du contrat initial. Une fois de plus, j'ai pas du tout envie de jeter la pierre à Thibaut parce que franchement, c'est un mec que j'apprécie beaucoup. C'est un chouette entrepreneur, il a toujours plein d'idées, il ship super rapidement. N'hésitez pas d'ailleurs à le suivre sur Twitter où il partage tout ce qu'il fait. Franchement, c'est Thibaut Maker. C'est vraiment un mec qui est impressionnant dans ce qu'il arrive à développer, etc. Je pense que la fin, elle n'était pas idéale. Il y a eu des frustrations des deux côtés. Mais après, voilà, aujourd'hui, on reste encore franchement en très bonne relation. Et je pense que c'est un truc, dans quelques années, on pourra sûrement en rigoler, mais je voulais quand même vous le partager parce que après, une fois de plus, j'ai pas du tout envie que ça rentre dans un gros drama ou quoi, parce qu'il n'y a pas de drama. C'est juste pour que vous ayez en tête en fait les choses qui peuvent potentiellement mal se passer. Idem, il y avait des employés du coup de la boîte qui étaient assez clés, qui du coup pour qu'ils restent avec nous sur ce projet, on leur avait donné des bonus. Donc ce que tu peux faire en fait, c'est quand tu as des employés un peu clés, comme ils passent d'une boîte où ils étaient 4-5 à une boîte où il y a plus de 100 personnes,
forcément ça va leur changer de vie. Donc toi, tu veux les garder parce qu'ils ont quand même la connaissance du projet. Ben en fait, nous, ce qu'on leur a proposé, c'est globalement un earn-out où s'il restait un an, ils débloquaient par exemple un bonus de 20K, une deuxième année un bonus de 30K, etc., etc. Et donc en fait, le problème avec ça, c'est que souvent, ce qui peut t'arriver, c'est qu'après un an ou un an et demi, ben en fait, ces gens-là, ils attendent juste leur bonus et après ils se barrent. Et donc toi, tu perds potentiellement quelques trucs. Donc bon, il faut faire attention et c'est toujours bien d'avoir une communication assez ouverte et transparente, histoire de pas se retrouver avec 0 personne sur le projet et du coup tu perds un petit peu tout l'historique et toute la connaissance. Donc voilà, c'est la façon dont on avait structuré ce deal, qui reste un deal genre génial. Je pense que tout le monde a tiré son compte de ce deal. C'est cool parce que la boîte a été en croissance et donc ça a fonctionné pour tout le monde, que ce soit Thibaut et Tom, ils ont chacun pris plusieurs millions. Je pense que ça les a mis dans un mood où ils sont en confiance pour la suite et aussi ils ont plus trop forcément besoin de se préoccuper de leur argent. C'est pas deux gars qui sont ultra dépensiers et bling bling. Donc du coup, je pense que c'était un deal qui était vraiment positif. Et un point que moi j'adore du coup en M&A, c'est que tu peux être vraiment ultra créatif. Donc une fois de plus, ce qui est important, c'est de bien comprendre à qui vous vendez. Réfléchissez pourquoi eux veulent vendre. En fait, vous n'êtes jamais à l'abri de tomber sur le bon timing quand vous rachetez des boîtes. Et franchement, un truc auquel je réfléchis sûrement pour plus tard, parce que bon là j'ai quand même pas mal de projets et tous ces projets grossissent beaucoup, donc il faut que je sois focus dessus. Mais en fait, racheter des boîtes comme ça à des fondateurs qui ont potentiellement bossé beaucoup de temps dessus et qui sont fatigués, qui ont plus trop envie de le faire. En fait, il y a plein de fondateurs de boîtes qui sont des très bons starters. Ils adorent lancer des projets, mais une fois qu'ils arrivent à 1 million d'ARR, en fait, ça les fait chier. Sauf que pour vous, quand il y a un business qui fait 1 million d'ARR, en fait, le récupérer et le faire grossir, potentiellement, c'est beaucoup plus facile que de le faire passer de 0 à 1. Et quand ton business, par exemple, mettons qu'un business a 1 million d'ARR, tu le rachètes entre 2 et 3 millions, ben en fait, si tu arrives à doubler ce business, ce qui, franchement, pour un logiciel qui est déjà et qui a déjà un peu de traction et un peu de croissance, je pense que c'est pas impossible parce que quand tu arrives, tu as toujours un nouveau regard et il y a plein de choses que tu peux changer facilement. Bah en fait, ça te permet, toi, tu as racheté ça 2-3 millions et quand c'est à 2 millions, tu peux le vendre 6. Et donc, potentiellement, en un an, tu as pu te faire 3 millions, 3-4 millions de plus-value. Et si tu as envie de le continuer, bah en fait, tu vois, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc, ne sous-estimez jamais le timing dans un deal parce que vous savez jamais, en fait, ce par quoi les fondateurs de boîtes passent. En fait, parfois, les mecs peuvent être en burn-out, ils peuvent être en divorce, ils peuvent être en questionnement profond de leur vie. Et en fait, pour certains, ils seraient prêts à vendre en fait leur boîte à la casse si vous proposez un deal cash direct parce qu'en fait, ils n'ont même pas la patience de se dire je vais me projeter sur 3-4 ans et récupérer les dividendes de ce projet parce qu'en fait, ils n'ont plus du tout envie de bosser sur ce projet. En fait, tu peux te dire aussi, oui, t'as tiré avantage de la situation, etc. C'est vrai, mais en fait, tout le monde est content à la fin. Parce que le mec qui voulait vendre et qui a une offre cash directement et qui peut faire ce qu'il veut, bah en fait, c'est le plus important. Faut pas oublier qu'on n'a qu'une vie et que ce qui est le plus important, c'est notre temps. Donc oui, l'argent, c'est important. Oui, ce sur quoi on travaille, c'est important. Mais en fait, la façon dont on utilise notre temps, c'est ça vraiment le plus important. Donc, honnêtement, si c'est des choses qui vous intéressent, je vous conseille vraiment de checker le M&A parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire. J'en ai pas parlé, mais en fait, si vous voulez racheter des boîtes et que vous êtes déjà rentable, vous avez aussi beaucoup de leviers que vous pourriez avoir avec des banques. Par exemple, nous, on fait, comme je vous disais, quasiment 10 millions d'EBITDA. Avec 10 millions d'EBITDA, tu peux lever avec une banque facilement 40 millions en fait aujourd'hui. Et je suis un peu conservateur. Ou 35-40 millions en étant conservateur et en n'étant pas conservateur, peut-être 70 millions. Ce qui veut dire que techniquement, tu peux racheter d'autres boîtes qui, elles, en fait, vont rembourser ta dette avec le profit qu'elles font. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire. Typiquement, il y a beaucoup de private equity qui font ça depuis très longtemps. C'est ce qu'on appelle des stratégies de build-up où ils rachètent plein de boîtes comme ça. Et pour racheter chaque boîte, en fait, ils utilisent de la dette et c'est ce qui fait des énormes leviers. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On est encore sur un petit coucher de soleil très sympathique. Je vous souhaite une excellente journée. Bisous!